Good evening, everyone. Thank you for joining us. We'll let you take a few minutes to get into the room and get settled in. We're happy to have you joining us this evening for what is sure to be another informative webinar. We have the good fortune to have Dr. Daniel Bichet joining us this evening. I just want to take a moment to introduce our host for this evening, Mrs. Louisa Miniaci DeLeo. Louisa is our Montreal chapter coordinator, as well as our volunteer walk coordinator. So Louisa represents the foundation in the Montreal and Quebec as a province solely. She will be working with Dr. Bichet this evening and also hosting the question and answer period at the end of the session. So this video will be recorded. I say that so that you don't feel the urge to scribble notes throughout the event. You can dedicate your full attention to Dr. Bichet this evening. And later this week, we will have the presentation, including Dr. Bichet's slides, on npkd.ca. So without further ado, I'd like to welcome Louisa Miniaci DeLeo to say a few words. Thank you, Jeff. Merci, Jeff, pour cette introduction. Comme Jeff a dit, je m'appelle Louisa Miniaci DeLeo. Je suis coordonnatrice de la section Montréal et le reste du Québec pour la Fondation canadienne de maladies polykystoses rénales. Comme Jeff a mentionné, ce webinaire va être enregistré, donc vous n'avez qu'à écouter et ce sera disponible sur notre site et page Facebook. Et nous sommes très heureux et chanceux d'avoir Dr. Bichet, néphrologue renommé, bien connu ici à Montréal et à Québec et reconnu pour sa recherche sur la maladie polykystique des reins. Et sans tarder, je vais vous présenter, je lance la parole à Dr. Bichet. Et de nouveau, merci beaucoup, Dr. Bichet, pour être disponible pour cette présentation. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci, Louisa. Merci, Jeff. Alors, je vais vous parler du COVID et de la vaccination et de la maladie polykystique rénale. Et j'ai à peu près 25 diapositives. Ce sont des diapositives un peu complexes, c'est-à-dire que j'espère que vous apprendrez quelque chose de neuf et quelque chose de différent par rapport à ce dont on vous rabat les oreilles tous les jours aux informations. Et c'est important, cette maladie, vous le savez bien. Et aussi, c'est important de comprendre la vaccination et c'est important de comprendre les conséquences sur les patients qui ont une maladie rénale, quelle qu'elle soit, que ce soit la polykystose ou que ce soit d'autres maladies rénales. Et puis, je vais parler à peu près pendant 45 à 60 minutes. Et à la suite de ça, vous aurez tout le loisir, bien sûr, de poser des questions sur le COVID, sur la vaccination. Je vais expliquer la vaccination, sa sécurité, son intérêt. Mais aussi, vous pourrez poser des questions sur la polykystose en général. Comme vous le savez, au Québec, depuis plus de 10 ans, nous avons testé beaucoup de patients avec polykystose rénale et nous avons bénéficié de ces nouveaux traitements pour diminuer la taille des kystes et diminuer la progression de la maladie rénale. Mais on va parler maintenant du COVID et je vais vous parler de la science du COVID. Alors, ça n'est pas quelque chose qui est inspiré de Trump, c'est plutôt quelque chose qui suit Fauci. Vous connaissez bien le docteur Fauci qui est au NIH, donc à l'Institut de santé des États-Unis, et c'est quelqu'un de très sérieux sur ce qu'est la maladie du COVID-19, COVID-19, et je vais vous parler de ça. Et on va retourner un petit peu, comme le décrit cette diapositive, sur l'histoire en Chine, bien sûr,
le 8 décembre 2019. Donc, il y a eu absolument un premier cas qui a été enregistré dans cette grande ville de 8 millions d'habitants, qui est Wuhan, et suivi très rapidement le 31 décembre par une description de 27 cas de pneumonie. Alors, vous verrez que malheureusement, les patients atteints de Covid décèdent de complications respiratoires. Ici, à Sacré-Cœur, aux soins intensifs, l'équipe de soins intensifs peut même faire de l'oxygénation artificielle quand ils sont pris avec des cas extrêmement sérieux de Covid. Je vous montrerai ces effets dévastateurs de ce virus sur, bien sûr, le parenchyme respiratoire. Toujours en haut de cette diapositive, vous verrez que le 28 février 2020, l'Organisation mondiale de la santé, WHO, déclare et suggère qu'on est en face d'une pandémie. Et bien sûr, les pandémies, on a tous peur de ceci parce que ça tue énormément et ça rappelle les grandes pandémies de l'histoire, la grippe espagnole, etc. Et donc, toutes ces pandémies qui ont tué des millions de populations, comme vous le savez. Le 11 février 2020, eh bien, le virus est identifié. Vous verrez qu'il fait partie de virus respiratoires déjà connus, d'une famille de virus, en particulier qu'il ressemble au SARS, au SARS. Peut-être que vous vous rappelez que dans les années 2010, on avait eu à Toronto en particulier, mais aussi dans le reste du Canada, des manifestations respiratoires dues à ce virus. Et l'Organisation mondiale de la santé décide d'appeler ça le COVID-19. C'est ça, toujours en haut de cette diapositive qui s'arrête aux alentours d'octobre 2020, mais bien sûr, vous connaissez les chiffres dévastateurs. Je suis toujours impressionné par les chiffres de mortalité aux États-Unis, puisque ces chiffres sont aux alentours de 450 000 décès. Vous savez, c'est considérable. Alors, vous le savez bien, plus que tout ce que les Américains ont perdu pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale et les guerres subséquentes. C'est absolument affreux. En dessous de la ligne mauve qui décrit donc cette progression de décembre à octobre, il y a toute une série de manifestations et d'identifications scientifiques. Donc l'identification de ce nouveau virus, le séquençage de ce nouveau virus, c'est extrêmement important. C'est un virus à RNA. Donc, ce n'est pas un virus, c'est un virus qui a besoin d'infecter les cellules humaines pour se reproduire, qui infecte les cellules respiratoires. Je vous montrerai des schémas qui parlent de ceci. Et donc aussi de ce vaccin particulier, d'un vaccin à RNA, une chose magnifique du point de vue scientifique, c'est ça. Alors, bien sûr, on vous rappelle les dates du 20 janvier 2020 où on démontre pour la première fois une transmission d'humain à humain. Donc, ce n'est pas seulement à partir de chauve-souris, puisque c'est une zoonose, donc ça vient d'un animal, la chauve-souris. La plupart des épidémies qui ont tué l'humanité viennent aussi d'animaux. C'est ça, le 23 janvier 2020, la ville de Wuhan a été fermée complètement et le reste de la pandémie s'est répandu sur la Chine et ensuite sur le monde, bien sûr. En bas de la diapositive, vous verrez qu'en 2002 et aussi en 2012, il existait aussi d'autres coronavirus. Alors, corona, parce qu'ils ont une couronne, vous verrez, une couronne avec des spicules. Alors, donc, c'est une description, si vous voulez. On peut la faire en microscopie électronique. On connaît aussi la séquence et on connaît aussi, ça a été reconstitué, et on connaît la structure de ce virus considérablement. Je vous montrerai des images. Et vous voyez sur la deuxième ligne qu'il y a un Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, le SARS, celui donc qui a fait les manchettes dans les années 2010 à Toronto. Je me rappelle très bien de ceci parce que
quelques patients qui avaient une autre maladie rénale héréditaire qui s'appelle la maladie de Fabry avaient été obligés de se déplacer à Sacré-Cœur pour se faire infuser. Ils ont des infusions d'une enzyme qui manque, d'une enzyme de remplacement, et ils ne pouvaient pas se faire infuser à Toronto parce que leur hôpital était en lockdown. Et donc, ils prenaient l'avion et ils venaient se faire infuser tous les 15 jours. Ça a duré quelques mois à Sacré-Cœur. Donc, ceci, c'était grave. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, bien sûr, des patients ont été affectés. Malheureusement, des patients sont décédés et aussi du personnel médical est décédé. Alors, ça vous rappelle, bien sûr, la tragédie de ce Covid qui affecte, bien sûr, les patients, le personnel soignant aussi, bien sûr, les infirmiers, les préposés, les médecins, etc. La deuxième ligne parle de quelque chose qui est semblable, qui s'appelle le Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, qui est toujours prévalent dans la péninsule arabique et qui est surtout qui a un hôte animal qui est le dromadaire. Alors donc, c'est aussi une maladie respiratoire qui est extrêmement grave. Alors donc, on connaît ces coronavirus. La prochaine diapositive, Jeff, s'il vous plaît. Next slide. Alors donc, il y a 3 virus qui ont en fait passé la barrière animale, et qui sont allés chez l'humain, donc au début du 21e siècle. Alors, on voit bien sûr le Severe Acute Respiratory Syndrome en 2003, c'est ça, et on voit qu'à la fois le SARS-CoV et le COVID-2 sont reliés du point de vue génétique. Donc, ce sont des virus qui ont évolué comme des espèces indépendantes. Je rappelle ici aussi dans la péninsule arabique ce fameux Middle East Respiratory Syndrome, le MERS, c'est ça, surtout sur des dromadaires, et bien sûr en 2020, ce fameux SARS-CoV-2. Alors, ils ont détecté ces coronavirus, et ils le détectent toujours chez les chauves-souris, les bats, là, directement, et aussi chez d'autres animaux comme le pangolin, etc. Et vous vous rappelez de ce marché de Wuhan qui a sans doute été contaminé à partir soit d'une chauve-souris, soit d'un pangolin. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais bien sûr, ces virus atteignent l'épithélium respiratoire et envahissent les humains. Next slide, please. Alors voilà. Alors donc, j'ai continué à vous mettre un peu de science ici. Et là, on va parler de séquences d'acides aminés, c'est-à-dire de protéines qui concernent le spicule. Vous savez, donc ce coronavirus qui est couvert de spicules. Je vous montrerai des photographies de spicules un peu plus loin. Et donc, les ressemblances entre ces différents coronavirus, alors bien sûr, ils viennent de la même espèce, alors ils se ressemblent un petit peu, et il y a plus de 1400 acides aminés qui sont représentés ici, et ça vous donne aussi le travail et la rapidité du travail qui a été fait. C'est-à-dire que directement dans les premiers mois et en fait dans les premières semaines de l'épidémie, eh bien, les séquences sont déterminées, on détermine d'où ces virus proviennent et on pense déjà, extrêmement rapidement bien sûr, à se servir de ces séquences de spicules, donc de ce qui caractérise la surface de ces virus pour générer des anticorps et pour générer un vaccin, et un vaccin particulier qui n'a jamais été fait auparavant, un vaccin à ARN messager. Et donc, ce sont des développements absolument considérables et il faut beaucoup de science, beaucoup de travail pour être capable de faire ça. Ça, c'est dans une grande revue qui s'appelle Nature Reviews Microbiology, publiée en 2020, comme vous le voyez, et donc une ressemblance entre ces différents spicules de ces différents virus avec l'idée de générer des médicaments. La prochaine diapositive. Next slide, please. Voilà. Alors, quelques notions médicales, c'est-à-dire la sévérité de la maladie en fonction de l'âge. Alors, vous voyez, au début, il y a des enfants de moins de 10 ans
des adultes jusqu'à 50 ans, des adultes qui ont dépassé 60 ans et des adultes là qui ont dépassé 68 ans. Et on voit que la sévérité de la maladie va être beaucoup plus sévère en fonction de l'âge, ça vous le savez beaucoup. Et on voit que les jeunes, mettons inférieurs à 60 ans, ont surtout des maladies qui sont soit asymptomatiques, soit légères, mild disease, avec une période d'incubation qui est importante, qui est de 5 jours. 5 jours, donc, mais qui peut aller jusqu'à 14 jours. Alors ça, c'est important. Vous savez, ça programme les durées où on est confiné si on n'a jamais été en contact avec un patient avec COVID. Et donc, cette période d'incubation, en général, de 5 jours. La maladie minime légère, qui atteint 81% des patients qui sont en dessous de 60 ans, se caractérise par de la fièvre, de la fatigue, aussi une toux sèche. Si on fait des radiographies pulmonaires ou si on fait des scans pulmonaires, les scans pulmonaires sont extrêmement utiles parce qu'on voit ces zones qui sont en train de mourir au niveau du poumon et on peut regarder la sévérité de la maladie de cette façon-là, avec une pneumonie, bien sûr. Et donc, en général, la maladie dure 8 jours, mais elle peut durer de 7 à 14 jours, comme vous voyez ici. Et plus on avance en âge, plus on peut être atteint de maladies sévères dans 14% des cas. Là, vous avez vu une maladie minime dans 81% des cas, une maladie sévère dans 14% des cas, beaucoup plus de dyspnée, beaucoup plus de difficultés respiratoires, bien sûr, puisque le virus a envahi beaucoup de parenchyme pulmonaire. Et donc, les échanges gazeux sont atteints. Ces patients-là sont obligés de recevoir de l'oxygène et aussi, ils sont obligés de recevoir de l'oxygène quand ils ne peuvent plus respirer eux-mêmes avec une intubation et une mise sur respirateur artificiel dans des unités de soins intensifs qui sont dédiées, bien sûr, au traitement de ces COVID où il faut avoir une pression positive, c'est-à-dire pour faire circuler l'air, pour contaminer le moins possible le personnel soignant et aussi permettre vraiment une oxygénation importante et la surveillance de ces patients avec des moyens modernes et éviter que leur pression ne chute, etc. Et donc, dans la partie droite de cette diapositive, vous voyez les atteintes chez les personnes supérieures à 68 ans, surtout des hommes supérieurs à 68 ans. Alors, c'est un peu comme la maladie polykystique rénale. La maladie polykystique rénale atteint plus les hommes que les femmes, c'est-à-dire les plus sévères chez les hommes que chez les femmes. Et pour le COVID, c'est un peu aussi la même chose. Donc, les hommes sont plus sévèrement atteints, pas forcément parce qu'ils ont plus fumé ou qu'ils ont plus de maladies de base, simplement parce que c'est comme s'il y avait une propensité pour ce virus de se développer beaucoup plus sur des tissus humains qui proviennent de mâles. Alors, on peut avoir une insuffisance respiratoire sévère, la ARDS. On peut avoir aussi des manifestations cardiaques et des manifestations sur plusieurs organes, incluant le rein. C'est-à-dire que le rein peut être atteint parce que la perfusion de ce rein, dans ce problème de choc, peut être atteinte considérablement. Et on voit ici que la maladie dure 16 jours supplémentaires avec évidemment des patients qui peuvent rester aux soins intensifs pendant plusieurs semaines. Donc, c'est une maladie extrêmement grave. Heureusement, les patients en dessous de 65 ans, en général, ont une maladie minime, comme je vous l'ai dit, aux alentours de 81%. Next slide, please. So the next one. Yes, great. Alors, vous connaissez tous ce symptôme un peu particulier qui concerne la perte de l'odorat. La perte de l'odorat qui peut être ennuyante, qui peut persister même après la guérison de la maladie. On en parle un peu moins maintenant, mais ça me permet de vous faire un schéma là, qui a été publié
sur pourquoi est-ce qu'on perd l'odorat dans cette maladie-là. Eh bien, on perd l'odorat parce que les cellules qui sont responsables de l'odorat, bien sûr, qui perçoivent les odeurs, bien sûr, à partir de ce qui constitue la partie intérieure du nez, eh bien, parce que ces cellules contiennent des récepteurs particuliers, des récepteurs à l'angiotensine 2, au converting enzyme, c'est-à-dire à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et c'est comme ça que le virus rentre dans l'épithélium respiratoire. Alors, bien sûr, les patients avec polykystose rénale savent bien ce que c'est que des inhibiteurs du système rénine-angiotensine, puisqu'on s'en sert pour traiter la pression artérielle, des converting enzyme inhibitors. Alors ça, on sait bien ce que c'est. Et ça n'a rien à voir, ce traitement, avec ceci, la contamination de l'épithélium respiratoire. Aussi, le fait de prendre ces médicaments pour l'hypertension artérielle ne diminue pas ou n'influence pas la sévérité de la maladie. Alors, ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous prenez des bloqueurs du système rénine-angiotensine pour traiter l'hypertension artérielle dans la polykystose rénale ou dans une hypertension artérielle qui n'est pas due à la polykystose rénale, vous n'êtes pas plus à risque d'avoir le Covid ou de faire une maladie grave pour le Covid. Mais le Covid rentre avec ce système-là dans l'épithélium respiratoire. Alors, voyez-vous, dans la partie supérieure, là, on voit l'agencement de cellules particulières qui perçoivent les odeurs. Et donc, quand elles sont infectées par ce coronavirus, on va perdre l'odorat. On voit aussi que dans d'autres épithéliums respiratoires, et en particulier au niveau du poumon, eh bien aussi, on a un système d'agencement de cellules au niveau de nos cellules pulmonaires qui permet à ce maudit virus, excusez-moi, de rentrer dans l'épithélium respiratoire. Et il cherche à rentrer dans l'épithélium respiratoire par ce système-là, parce que c'est comme ça qu'il se reproduit. Ça ne l'intéresse pas de tuer des gens, ça l'intéresse de se reproduire. Et si en se reproduisant, il tue des gens, eh bien, c'est la définition des pandémies et de ces choses-là. Alors, bien sûr, d'où l'importance de mettre un masque pour éviter que ce virus ne rentre dans l'épithélium respiratoire. Next slide, please. Alors ici, un petit peu de science, encore une fois, est quelque chose qui a été publié dans Nature Review Nephrology en 2020 et qui décrit l'expérience des îles britanniques, alors donc UK, et qui décrit l'expérience d'un très grand nombre de patients qui ont été répertoriés. Ici, je pense qu'il y a plus, je cherche le nombre de patients qui ont été testés. Voilà, la population qui a été testée, c'est 1 million d'habitants. 1 million d'habitants. Donc, ils ont un système d'ordinateur qui permet de regarder exactement 1 million d'habitants qui ont été atteints par le coronavirus, le Covid, le Covid-19, 1 million d'habitants. Et voyez-vous, il y avait 1 million d'habitants qui avaient une bonne fonction rénale, entre 30 et 60 cc par minute. Il y avait 78 000 patients qui avaient une fonction rénale inférieure à 30 cc par minute. Et il y avait 23 000 patients qui ont eu le Covid et qui avaient une fonction rénale qui était atteinte, puisque c'était ces patients qui étaient en dialyse. Et quand vous regardez le risque, ce qu'on appelle le hazard ratio, évidemment, les patients qui sont en dialyse sont beaucoup plus à risque, ont plus de 4 fois le risque d'attraper le virus que si vous n'êtes pas en dialyse. Et les patients qui ont encore une bonne fonction rénale, de 30 à 60 cc, ont juste une augmentation de leur risque de 1,5%. Alors, ce n'est pas 1 million de patients qui ont eu le Covid, là. C'est 1 million de patients qui étaient à risque, n'est-ce pas? Et 23 000 patients en dialyse qui étaient à risque. Et donc, il y a un certain nombre, comme vous le voyez, qui ont développé le virus. Et comme vous le voyez, il y a 192 patients
de ces 23 000 patients en dialyse qui sont décédés de coronavirus. On a aussi un risque qui concerne les patients transplantés. Les patients, il y a 20 000 patients transplantés, qui étaient à risque de choper le coronavirus, et malheureusement, donc on en a perdu 69 de Covid ici. Tandis que si vous regardez sur les lignes qui sont au milieu du tableau, si vous avez de l'hypertension artérielle, si vous êtes modérément obèse, si vous avez une maladie cardiaque, si vous avez du diabète, eh bien votre risque d'attraper le virus est seulement de 1,1, 1,2, 1,8, pas du tout le 4 fois dont je vous ai parlé quand vous êtes en dialyse ou 4 fois quand vous avez eu une transplantation rénale. Alors donc ça nous guide un petit peu. C'est-à-dire que tant que vous avez une fonction rénale qui est assez bonne, vous avez un risque minima modéré, mais définitivement, si vous êtes en dialyse et si vous avez une transplantation, ce qui veut dire que, eh bien, il y a une susceptibilité sur les gens qui sont immunosupprimés. Immunosupprimés parce qu'ils prennent des médicaments parce qu'ils ont été transplantés ou immunosupprimés parce qu'ils sont en dialyse. Et donc, ces données sont extrêmement importantes parce que nos patients nous demandent, est-ce qu'on est à risque vraiment ? En dialyse, est-ce qu'il faut qu'on fasse donc des mesures extrêmement sévères? Oui, on fait des mesures extrêmement sévères. On interroge les patients chaque fois qu'ils rentrent en dialyse, à savoir est-ce qu'ils ont de la fièvre, est-ce qu'ils ont dans la famille des gens qui présentent des signes suggérant le Covid. Donc, ça explique ces données qui ont été colligées en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays, tout ce qu'on prend comme mesure additionnelle pour des patients à risque, la dialyse et les patients qui ont eu une transplantation d'organes. Les autres, par exemple, sur la partie inférieure de cette diapositive, ceux qui présentent de l'asthme ou d'autres maladies respiratoires ont une petite augmentation du risque d'attraper le Covid, qui est à peu près au maximum 2 fois plus importante que si vous n'aviez pas ces maladies-là. Donc, ces données épidémiologiques nous ont beaucoup aidés. Next slide, please. Voilà. Alors ici, d'autres informations qui viennent non pas de l'Angleterre, mais qui viennent de New York. Comme vous le savez, à New York en particulier, au printemps et au début de l'été 2020, il y a eu beaucoup de Covid. J'entends, si vous entendez le maire de New York, M. Cuomo, à la télévision, il nous en parlait. Et ici, c'est l'expérience de 13 centres académiques et d'hôpitaux qui ont regardé leur population de Covid entre mars et avril 2020. Et donc, ils ont admis 5 449 patients, comme vous le voyez, pour COVID-19. Et c'est extrêmement important parce que ces patients-là qui n'avaient pas de maladie rénale développent une maladie rénale qui est transitoire, qu'on appelle AKI, Acute Kidney Injury. C'est-à-dire que ça se développe dans 36% des cas. Leur créatinine augmente, leurs reins fonctionnent beaucoup moins bien et on risque de les perdre d'insuffisance rénale. Alors donc, ça, c'est quelque chose de différent. Voyez-vous, ce n'est pas une maladie rénale qui préexistait au Covid, c'est une maladie rénale qui se développe avec le Covid et qui est dangereuse. Et on peut assimiler cette insuffisance rénale aiguë qui ne préexistait pas auparavant aux autres insuffisances rénales aiguës, par exemple, comme on voit dans les septicémies ou aux soins intensifs, dont il faut s'occuper. On est obligé d'en dialyser certains et malheureusement, certains de nos patients qui n'avaient pas de maladie rénale au départ décèdent de cette complication supplémentaire du Covid. Donc, c'est quelque chose aussi dont on doit être au courant et qui concerne directement les néphrologues qui s'occupent de ces maladies rénales aiguës qui ont bien été décrites, donc en particulier sur des milieux qui sont semblables aux nôtres, c'est-à-dire l'État de New York. Et on voit dans la dernière diapositive ici que les patients ont nécessité du RRT, c'est du Renal Replacement
thérapie et ils étaient déjà, bien sûr, sous ventilation artificielle. C'est ça. Les patients qui étaient sous ventilation artificielle ont développé une acute kidney injury dans 52% des cas et certains cas ont été dialysés. Donc, vraiment, une sévérité de la maladie, une sévérité chez nos patients avec insuffisance rénale, chez nos patients en dialyse, et un développement de l'insuffisance rénale au cours de ces patients qui sont hospitalisés pour insuffisance respiratoire aux soins intensifs. Next slide, please. Voilà, alors je vous ai parlé de l'Angleterre, je vous ai parlé de l'État de New York. Ici, une très belle publication qui est apparue dans Science. Il y a un service d'épidémiologie extrêmement réputé sur la France où tous les cas sont colligés ici aussi. Et comme vous le voyez, 3,6% des patients infectés, tout venant, n'est-ce pas, avec maladie préalable ou non, étaient hospitalisés. Alors, voyez-vous, heureusement, il n'y a pas énormément, 3,6%. Par contre, bien sûr, c'est surtout les patients qui sont plus âgés. Et 0,7% décèdent, c'est ça. Très peu si vous avez moins de 20 ans, mais jusqu'à 10% des patients qui ont plus de 80 ans. Et qui ont plus de 80 ans, qu'ils soient dans des maisons pour personnes âgées ou qu'ils soient bien à la maison, etc., actifs malgré leurs 80 ans. Alors, il ne faut pas avoir la sévérité en fonction de l'âge, uniquement chez les CHSLD, vous savez, tel qu'on a vu au Québec. Il faut le voir aussi comme un facteur avec l'âge qui affecte même des patients qui sont à la maison, qui continuent à faire une vie active malgré leur grand âge de 80 ans. C'est ça. Alors, across all ages, encore une fois, les hommes sont plus à risque d'être hospitalisés, d'aller aux soins intensifs et de mourir par rapport aux femmes. Et ici, ils ont testé ce qu'on appelle le lockdown, c'est-à-dire l'isolement dont on parle tellement. Alors, il y a des données scientifiques qui démontrent que l'isolement, le lockdown, réduit ce fameux R0, le reproductive number, c'est-à-dire la capacité d'infecter les autres membres juste à votre côté. Des fois, au début, vous infectez jusqu'à 2,9 patients, 3 patients. Et puis, si vous faites un lockdown, vous diminuez en dessous de 1, 0,7%, 77% de réduction. Alors, bien sûr, l'isolement, la distanciation, les masques ont été testés dans cette épidémie et dans d'autres épidémies au préalable, et il y a des arguments scientifiques pour démontrer leur validité. Next slide, please. Alors ici, juste pour vous montrer un scan pulmonaire, voyez-vous, c'est un patient qui est couché sur le dos, vous voyez le cœur au milieu, vous voyez le poumon de chaque côté, vous voyez la vertèbre ici thoracique, le corps vertébral thoracique en blanc, et puis vous voyez les côtes qui sont coupées par ce scan, et vous voyez sur la partie gauche de la diapositive ce poumon qui est blanc. C'est ça, ground glass opacity. Alors, du verre dépoli, qui veut dire que les alvéoles pulmonaires sont extrêmement enflammées, ça détruit les alvéoles pulmonaires, ça détruit la capacité du poumon de faire des échanges gazeux, et donc c'est une caractéristique de cette maladie terrible, cette atteinte pulmonaire, d'où la nécessité, encore une fois, de mettre des masques et d'éviter cette contamination de l'épithélium respiratoire. Next slide, please. Alors, ça, c'est peut-être la diapositive la plus importante de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le vaccin mRNA. M, ça veut dire messager. RNA, ça veut dire ribonucleic acid, par rapport à DNA, qui est désoxyribonucléique acide. Ce virus, il n'a même pas de DNA, c'est juste un RNA. Et puis, bien sûr, pour se reproduire, il faut qu'il aille dans des cellules, il faut qu'il aille capturer le DNA des cellules qu'il infecte pour le faire reproduire. Mais il y a plus de 10 ans déjà,
certains investigateurs ont pensé de faire des vaccins en utilisant le RNA et non pas en utilisant des virus morts ou des parties de virus ou des parties de bactéries. Alors, bien sûr, le vaccin, ça vient de la vaccination, ça vient de la variole, ça vient de ces modifications de la variole qu'on observait chez les vaches et qui permettaient de contaminer les humains et de les protéger contre la variole. Ça vient aussi du grand Louis Pasteur qui, bien sûr, a vacciné contre la rage, comme vous le savez. Ce berger qui venait de la région d'Alsace. Mais maintenant, on est enthousiasmé, et à peu près depuis 10 ans, par la possibilité de faire des vaccins rapidement en utilisant le RNA. Et donc, le RNA, ça peut coder pour une partie seulement des protéines du virus. Par exemple, vous pouvez choisir le RNA qui va coder pour le spicule, c'est-à-dire pour ce qui décore la surface de ce coronavirus, et c'est ce qui est décrit ici. Alors, vous voyez sur la partie gauche de votre diapositive, vous avez un cercle avec ce qui est marqué lipid nanoparticle. Alors, donc, vous avez mis une partie de l'ARN messager, exactement, ici, cette espèce de tortillon là qui est rouge, une partie de l'ARN messager dans un truc lipidique, et vous préparez ça au laboratoire, et comme c'est dans une enveloppe lipidique, vous pouvez traverser les membranes, et donc vous pouvez l'injecter dans une cellule, et dans la cellule, cet ARN messager va être transcrit, c'est-à-dire qu'il va faire une protéine, voyez-vous, il va faire une protéine, et il va faire une protéine en utilisant seulement ces flèches qu'on voit, le réticulum endoplasmique, ça ne rentre pas dans le noyau. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ce vaccin mRNA, ça ne va pas perturber votre noyau ou votre ADN, pas du tout. Ça va juste utiliser la cellule que vous avez injectée, les cellules au niveau de votre bras, et ça va trouver des cellules particulières qui font des anticorps. Et ces cellules particulières, en fait, c'est des mastocytes, par exemple, ou des cellules T, des cellules qui sont impliquées dans la fabrication des anticorps en général. Alors donc, vous voyez ce mRNA qui va être reconnu par le ribosome. Le ribosome, c'est une machine à faire des protéines. Et donc, si on a mis la partie du RNA qui code juste pour le spicule, pas pour le reste du virus, juste pour le spicule, ça va faire des spicules, c'est tout. Et puis les spicules, donc le mRNA, ça va les mettre à la surface de la cellule, parce qu'un spicule, ça contient une séquence particulière qui dit, ben moi je suis à la surface de la cellule. Et donc, dans le rectangle qui est au milieu de votre diapositive, vous avez ce spicule rouge, ce spicule rouge. Pas du tout le reste du virus, non, juste ce spicule rouge. Et par-dessus ce spicule rouge, il y a une espèce de construction en violet qui représente des anticorps. Et parce que, bien sûr, ce spicule, comme il va être exprimé à la surface de la cellule, il va être reconnu comme étranger, et la cellule va faire des anticorps contre ce spicule. Alors, c'est une beauté absolument magnifique, ce système. C'est-à-dire que vous n'injectez pas un virus, vous injectez juste un bout du mRNA qui code juste pour un spicule, et malgré ça, vous êtes capable de générer des anticorps qui vont détruire ce spicule chaque fois qu'ils verront ce spicule. Et bien sûr, c'est la base de ce vaccin de la compagnie Pfizer. Je vous dirais que ça n'a pas été fait par Pfizer, ça a été acheté par Pfizer. Je vais vous raconter cette histoire. Et dans la partie droite de la diapositive, vous avez l'efficacité de ce vaccin qui a été publié dans le New England Journal of Medicine à la fin de l'année 2020. Et vous avez deux courbes. Alors, vous avez une courbe rouge et puis vous avez des jours là. 7, 14, 21. Et puis, voyez-vous, après le 14, là, votre courbe est plate. La courbe rouge est plate. Ça veut dire que vous n'avez plus d'infection.
tandis que le groupe placebo, et je vais vous montrer le nombre de patients, la courbe en bleu, elle continue à augmenter, c'est-à-dire vous continuez à avoir des infections chez des gens qui ont été vaccinés ou non vaccinés, continuez à avoir des infections chez des gens qui ont reçu le placebo. Alors ça, bien sûr, ça a été publié dans New England Journal of Medicine. C'est une diapositive à plusieurs millions de dollars, là, si je peux dire, pour avoir fait ces vaccins et pour avoir surtout démontré l'efficacité. Les médecins de Sacré-Cœur, comme moi, ont été vaccinés dans la première semaine du mois de janvier et nous avons reçu une seule dose du vaccin. Dans la présentation du New England, il y avait 2 doses de vaccin. On espère recevoir une deuxième dose de vaccin. J'espère que la majorité d'entre vous va enfin être vacciné avec ce vaccin de Pfizer ou par les autres vaccins. N'ayez pas peur des vaccins à mRNA. Ce sont des vaccins extrêmement intéressants et sans doute supérieurs aux autres vaccins antérieurs. Next slide, please. Alors, juste pour vous montrer le sérieux de la science ici, publié dans cette étude. Alors, voyez-vous là, le BNT 16-2B2, 30 microgrammes, a été injecté à 21 000 patients. C'est les patients qui ont été injectés avec ce vaccin et comparé avec 21 000 autres patients qui ont reçu du placebo, c'est-à-dire une injection qui ne contenait rien du tout. Et donc, sur les chiffres en bas, après la première dose, il y a 50 patients qui ont fait le COVID. Après la première dose, mais avant la deuxième dose, 39 patients, puis 2 patients, puis 9 patients, tandis que sur la partie droite, pour le placebo, 275 patients ont attrapé le COVID, puis 82, puis 21, puis 172. Alors, ces patients, ils étaient vaccinés et ils étaient exposés au virus, bien sûr, comme vous et moi, tous les jours. Hein. Et puis, bien sûr, il y a eu une protection considérable qui a été conférée par l'injection de ce vaccin mRNA, qui ne va pas à l'intérieur du DNA et qui fait des anticorps contre ce spicule et qui protège parce que les cellules d'immunosurveillance, les plasmocytes et les cellules T vont générer des anticorps et chaque fois que ce virus revient, ils vont tuer ce virus avec ces anticorps. Next slide, please. Alors donc, l'efficacité de ce vaccin quand on donne 2 injections est 95%. On espère qu'avec une injection, on est à 80%, on ne sait pas, d'accord? Et comme vous le voyez, 43 548 participants, hein, c'est ça, de plus de 16 ans. Alors, safety and efficacy beyond 2 months, on ne sait pas, au-delà de 2 mois, mais on espère que ça sera quand même sérieux. C'est ça, est-ce que le vaccin donne une infection, mais qui est minime et puis qu'on ne la voit pas? C'est possible, on ne sait pas ça encore. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est sécuritaire. Il fait un peu mal au bras, c'est tout. C'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'il soit à moins 80 degrés. Et puis là, on en dégèle à peu près 250, puis on aligne à peu près 250 participants qui ont accepté de se faire vacciner. Donc, c'est un peu compliqué parce que c'est de l'ARN messager. Et l'ARN messager, ça ne se conserve pas si facilement que ça. Il y a d'autres vaccins mRNA contre le COVID qui sont en train d'être générés, qui sont un peu plus faciles du point de vue des contraintes pour les congeler ou non. Next slide, please. Alors, donc, les 2 doses ont généré 95% de protection. Alors, absolument extraordinaire, c'est ça. Alors, en fait, comme vous le voyez dans la partie basse de cette diapositive, c'est Pfizer qui a réalisé, bien sûr, la mise en flacon finale, mais c'est quelque chose qui s'appelle BioNTech. Alors, je vais vous parler du BioNTech, qui a fait le vaccin. Et puis, Pfizer a acheté tout ça et a fait des grands, dans ses usines, si je peux dire, continue à faire des vaccins considérablement. Ces vaccins à mRNA, ça nécessite des plateformes moins compliquées du point de vue technologique que des vaccins habituels et on pourrait très bien transformer
ces plateformes en mettant, par exemple, un autre antigène. Vous avez entendu parler de ces variants, du variant sud-africain, du variant anglais, du variant d'Afrique du Sud, et on pourrait facilement mélanger ou ajouter à ce vaccin ou ajouter à une deuxième injection quelque chose qui serait beaucoup plus spécifique du variant sud-africain ou du variant anglais. Le variant anglais confère une infectivité, une infection un peu plus importante, mais pas plus de sévérité de la maladie. C'est-à-dire, vous infectez plus de gens, mais leur maladie n'est pas plus sévère qu'avec le variant non anglais, c'est-à-dire qu'avec le COVID classique. Next slide, please. Alors, la prochaine diapositive, donc, c'est juste pour vous dire que des séquences ont été générées, donc ça, c'est assez facile à faire. Vous faites des séquences de virus. Dans mon laboratoire, on réalise des séquences, par exemple, non pas de virus, mais des séquences d'ADN pour savoir la maladie génétique. Vous connaissez la polykystose rénale pour séquencer PKD1 ou PKD2. Ben ça, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on séquence un virus ou des choses comme ça. Et là, je vais vous parler un peu de cette biotech qui est allemande en particulier, qui s'appelle BioNTech, qui est située à Mainz, c'est à côté de Francfort, et donc qui a réalisé, avec bien sûr l'aide de Pfizer à la suite, ces études-là. Next slide, please. Alors voilà, juste je vais vous faire sourire peut-être un petit peu, c'est ça. Alors ça, c'est la publication de BioNTech et la publication du New England Journal of Medicine, Safety and Immunogenicity of two RNA-based COVID-19 vaccine candidates, c'est ça. Et donc, c'est BioNTech qui était le sponsor et Pfizer était responsable du trial design, c'est-à-dire de recruter tous ces patients-là. Et ici, dans la publication, vous avez deux noms. Vous avez Özlem Türeci en 2019, c'est la dame, c'est un couple d'investigateurs, de chercheurs turcs installés en Allemagne. Il y a beaucoup de Turcs installés en Allemagne. Et le mari s'appelle Ugur Sahin et il travaillait sur des vaccins mRNA contre des tumeurs. Donc, ils viennent du département d'oncologie et ils avaient créé leur propre entreprise pour générer donc des vaccins mRNA contre les tumeurs. Et quand l'histoire du Covid est apparue, ils se sont dit, nous, on est capable de faire cela. Et effectivement, ils ont été capables de faire cela. Alors, juste pour vous faire sourire un petit peu, il existe un prix Nobel d'économie qui s'appelle Madame Duflot, qui a été prix Nobel d'économie en France l'an passé. Et on l'interrogeait dernièrement à Radio-Canada sur l'importance de l'immigration. Et cette dame-là disait, eh bien, je vais vous donner un exemple. J'entends l'Allemagne, qui est extrêmement sophistiquée du point de vue scientifique. L'Allemagne a accueilli sur son sol beaucoup d'étrangers. La première génération pour travailler, la deuxième génération sont devenus des biologistes, des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs. Et dans cette deuxième génération, ou dans cette première génération, sont apparus des gens qui ont révolutionné le monde. Cette histoire de faire un vaccin mRNA en un an pour être capable de contrôler le coronavirus, c'est quelque chose de gigantesque. C'est quelque chose où il faut plus que des millions, des milliards de dollars. Il faut des appareils, toute une technologie, des gens qui ont des cerveaux considérables, des gens qui ont de la technologie considérable. Les cerveaux, ce sont ces personnes-là, leurs équipes, les gens qui les ont accueillis. Et la technologie, c'est la technologie de Pfizer, et d'être capable de faire ceci. Alors, la prochaine diapositive. Next slide, please. Alors, voyez-vous, je vous remonte ce virus, alors ce coronavirus. Alors, sur la gauche,
Alors, vous voyez cette couronne-là, avec ces spicules qui sont jolies, et vous vous rappelez que le mRNA adresse seulement ces spicules. On connaît considérablement la structure tridimensionnelle de ces virus, et donc du spicule lui-même et de la façon dont il s'accroche. Au milieu de la diapositive, dans la partie supérieure, on voit le récepteur sur lequel il s'accroche, qui s'appelle ACE2, qui est montré dans la prochaine diapositive. Next slide, please. Vous voyez, ça encore une fois, on peut faire des vaccins juste avec le mRNA, ce petit bout là dont je vous ai montré, qui code juste pour une partie du spicule. Et puis les vieux vaccins sont tout ce qui concerne le cercle qui est à côté, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un virus qui va transporter ce mRNA, ou bien on peut faire des particules puis les tuer, on peut travailler sur des sous-unités, on peut tuer ce virus en le chauffant puis le réinjecter, mais c'est compliqué, je vous montrerai des complications liées à ceci, tandis que cette histoire de mRNA paraît quelque chose de vraiment révolutionnaire et avec très peu relativement d'effets secondaires, à part une douleur au niveau du bras, peut-être de la fièvre et une fatigue de quelques jours, mais pas de choses qui sont vraiment inquiétantes ou compliquées, et vraiment une sécurité de ce vaccin qui a été vue bien sûr dans cette publication Princeps, mais qui a été vue aussi avec, on dit que les États-Unis ont vacciné 33 millions de personnes jusqu'à présent. C'est quand même considérable. Israël aussi a vacciné plusieurs millions d'individus sans avoir d'effets secondaires parce que c'est extrêmement surveillé aussi. On les aurait rapportés, ils ne les ont pas rapportés. Next slide, please. Alors, voyez-vous ici donc des détails quant à le récepteur binding domain, quant à ce virus-là. Parce que bien sûr, on pourrait générer plusieurs vaccins. Et plusieurs compagnies pharmaceutiques génèrent plusieurs vaccins. On pourrait imaginer avoir une dose d'un certain vaccin et d'avoir des rappels d'autres vaccins avec des immunogénicités un petit peu différentes. Pour l'instant, bien sûr, on ne pense pas à combiner les vaccins, mais au moins il y a une possibilité pour que d'autres vaccins accèdent et contrôlent d'autres variants rapidement, ce qui est quelque chose de considérable. Next slide, please. Voilà. Alors, juste pour vous dire que ceci s'applique non seulement au COVID, mais s'applique à ces noms bizarres, ces choses qui tuent les humains, qui s'appellent le Zika, l'Ebola, le virus de l'immunodéficience acquise HIV. Et bien sûr, comme vous le voyez, ces virus ont été identifiés dès les années 1950, 1980, 2000, 2010, etc. H1N1, bien sûr, les virus de la grippe, ces cochonneries, le MERS, etc. Et tout le monde, j'entends tous les gens qui travaillent sur des vaccins, travaillent non seulement sur des vaccins ADNA, mais sur des vaccins ARNA et sur des vecteurs ou des choses comme ça. Ça, c'était une revue qui est apparue dans Frontier in Immunology en 2018 et qui fait état de cette progression. Alors, ça, c'est rassurant aussi, parce que, encore une fois, on peut faire du point de vue technologique des plateformes qui pourraient être utilisées sans beaucoup de modifications pour faire un vaccin contre le COVID ou un vaccin contre l'Ebola, un vaccin contre le Zika. Vous avez entendu parler qu'en Guinée, il y a une nouvelle flambée de l'Ebola, cette fièvre hémorragique qui est extrêmement dévastatrice. Next slide, please. Alors, juste pour vous dire que, heureusement, ce vaccin COVID est sécuritaire. Je vais vous donner quelque chose, une vieille diapositive ici, qui date de 1960. L'histoire date de 1960, le schéma est beaucoup plus récent, bien sûr, qui décrit les vaccins contre le virus syncytial respiratoire qui atteint surtout les enfants et où on s'était aperçu qu'en générant des anticorps, en fait, on faisait une maladie beaucoup plus sévère parce que ces anticorps permettaient
permettait, c'était affreux ça, une entrée de virus encore beaucoup plus importante de ce virus syncytial respiratoire. Et dans les années 60, à la suite de cette vaccination-là, il y a au moins 2 enfants qui sont morts à la suite de vaccination. Alors, juste pour vous dire que travailler sur des virus et travailler sur des vaccins sécuritaires comme le Covid et avoir des beaux résultats, comme il vient d'en être publié et comme c'est l'expérience de ces 30 millions d'Américains qui ont été vaccinés, de tous ces Canadiens et ces Européens, ces Israéliens qui ont été vaccinés, rassurant et vraiment intéressant. Et le bénéfice est vraiment supérieur au risque, ce vieux risque que tous les scientifiques ont peur et qu'ils regardent quand ils génèrent de nouveaux vaccins. Next slide, please. Alors, je pense qu'il me reste encore quelques diapositives où on va revenir à nos patients. Alors, à nos patients donc, qui sont soit en dialyse, soit en transplantation, qui sont plus à risque d'avoir le Covid. Comme vous le voyez ici dans la partie basse de cette diapositive, la séroprévalence du Covid des patients qui sont en dialyse est de 3 à 27% et il y a un risque de mortalité supplémentaire qui est aux alentours de 20%. 20%, c'est beaucoup, c'est trop. 20% des patients qui sont en dialyse ou qui ont reçu une transplantation rénale. C'est ça. Et puis dans la partie droite ou centrale de cette diapositive, vous avez aussi la conséquence de l'infection aiguë par ce virus qui est représenté ici sous forme d'une couronne avec ses spicules et avec un seul brin de replication, enfin un seul brin qui est du RNA ici, qui n'est pas du DNA, il n'y a pas 2 brins. Et comme vous le voyez, au cours d'une infection à COVID, chez des gens avec une fonction rénale normale, à la suite de l'inflammation, du sepsis, etc., on peut avoir une insuffisance rénale aiguë qu'il faudra traiter. Donc, c'est ça, on a la possibilité d'avoir 2 injures, si vous voulez, c'est-à-dire une injure des gens qui sont déjà supprimés et une injure avec une insuffisance rénale pendant la période de septicémie. Next slide, please. C'est ça. Alors ça, c'est un autre papier publié récemment dans Nephrology, Dialysis and Transplantation qui vous montre exactement que le virus peut rentrer dans le rein lui-même. Là, voyez-vous, il s'attache à la membrane, là, directement, et puis il rentre son ARN messager, ce filament jaunâtre, là, dans la cellule directement. Et puis, évidemment, la cellule n'aime pas ça. Elle fait une inflammation, et cette inflammation peut causer une insuffisance rénale. Next slide, please. Alors, je pense que c'est dans mes 2 ou 3 dernières slides. Alors ici, ce sont des papiers de base qui sont faits chez la souris pour vous dire que, bien sûr, il y a énormément de travail sur le COVID. Et vous voyez ici différentes sortes de COVID qui rentrent par l'intermédiaire de ce récepteur au converting enzyme de type 2 et qui rentrent dans la cellule et la génération à partir de souris d'anticorps ici qui bloquent cette entrée dans la cellule. Alors c'est quelque chose d'intéressant. Par l'intermédiaire d'anticorps, on pourrait générer des anticorps, surtout sur des patients qui sont en phase aiguë, donc qui n'ont pas le temps d'être vaccinés si vous voulez. Next slide, please. Je pense que c'est ça. Alors ça, c'est un schéma qui dit, par exemple, sur la partie droite, que vous pouvez utiliser de la dexaméthasone pour diminuer l'inflammation. Et puis, vous voyez, il y a une cellule là, puis il y a un virus qui reste à rentrer dans la cellule. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des expériences comme quoi la chloroquine, l'hydroxychloroquine, pouvait empêcher l'entrée des virus dans la cellule. Mais finalement, il y a eu des belles études qui ont été faites, puis ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas la peine de donner l'hydroxychloroquine. Vous avez aussi entendu parler de médicaments antiviraux comme le remdesivir. Le remdesivir empêche la réplication du virus. Et puis, mais ça ne confère pas un avantage considérable. Il y a très peu de différence
dans la période aux soins intensifs, le nombre de jours que vous passez aux soins intensifs si vous prenez ce genre de médicaments. Next slide, please. Et ça, c'est ma dernière diapositive. Et donc, ça fait déjà presque 1 heure que je parle parce que vous avez entendu parler de la colchicine à Montréal, qui a été étudiée par l'Institut de cardiologie. La colchicine, c'est un médicament qui est utilisé dans la goutte, c'est ça. Et donc, l'équipe de l'Institut de cardiologie, avec le docteur Tardif, a eu beaucoup de beaux résultats de la colchicine dans d'autres indications, c'est-à-dire en particulier chez des patients qui rentrent pour insuffisance cardiaque. Mais là, il se disait que ça diminuerait l'inflammation qui est observée chez les patients avec COVID. Et donc, ça, c'est des patients non hospitalisés. Et il y a une petite différence qui est significative. Donc, les patients ont été choisis au hasard pour recevoir de la colchicine à des doses faibles qu'on utilise, par exemple, dans la goutte, 0,5 mg 2 fois par jour pendant 3 jours. Et puis après, ils leur donnaient juste 0,5 mg par jour. Et puis, ils regardaient, bien sûr, dans une grande population de patients, 4488 patients, ceux qui décédaient du COVID ou ceux qui allaient en hospitalisation pour le COVID. Et donc, ils avaient trouvé que donc, les patients étaient hospitalisés ou décédaient, c'était 4,7% pour le groupe colchicine par rapport à 5,8% pour le placebo. Une petite différence qui est significative. Pas énorme, hein? Alors, c'est ça. Alors, bien sûr, quand vous comparez les chiffres avec la vaccination, ils sont complètement différents. Mais là, vous n'avez pas la même population. Là, vous avez des patients qui sont infectés à la colchicine. C'est ça. Alors ça, c'est ma dernière diapositive. Je voudrais vous remercier de votre attention et bien sûr, je vais essayer de répondre aux questions. Je peux répondre aux questions sur le COVID, sur la vaccination ou sur la maladie polykystique en général. Et ça me fera plaisir de répondre sur ce que je sais. Merci beaucoup. Voilà, alors donc je ne sais pas, est-ce que je vais voir les questions ou est-ce que vous allez me les transférer? En tout cas, faites-le pour le mieux. Dr. Bichet, j'apprécie beaucoup, nous apprécions au nom de tous les patients polykystiques, j'apprécie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour nous bien expliquer. Moi, j'ai eu la COVID, j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines et vu que ma créatine est aux alentours de 120, quelque chose comme ça, quand ils m'ont annoncé que ma créatine était rendue à 180, je vous dis que j'ai paniqué. Bien sûr. Paniqué et j'ai pris dexamethasone, doxycycline, amoxicillin et clavulin avec Symbicort. En tout cas, j'avais un gros paquet, mais je suis là ce soir et je participe dans cet événement très informatif. On va avoir les questions et je vais demander à Jeff. As far as the questions coming in, could I see them, for example, so that you will tell me, questions and answers. So do not hesitate. N'hésitez pas à les taper sur ces questions, des choses comme ça. D'accord? Okay. So I know one hand was raised, but there has not been any questions submitted through the box. So Louisa, did you have some on your side? Yes, I first answer the one that was submitted, and then je vais donner la chance à la question qui a été envoyée, et après, je vais poser les questions qui m'ont été envoyées à moi. Go ahead with that question there. So we just need Mona to type in the question. Okay. Ben, en attendant que Mona inscrit sa question, je vais poser la question. Si on a eu le COVID, une patiente qui est malade de polykystose, mettons
c'est sa question d'une dame, mais une personne qui a eu la COVID, étant donné qu'elle est une patiente polykystique, est-ce qu'elle peut le revoir une autre fois? Est-ce que ça va être au même degré de sévérité comme elle a eu la première fois, vu qu'encore on n'a pas des vaccins? Voilà. Alors, c'est intéressant comme tout. Alors, définitivement, il y a des cas de 2 infections qui ont été rapportés dans la littérature. Ils sont extrêmement rares, mais des cas où le premier cas, on a isolé le COVID par PCR, là, par polymérase chain reaction, avec des signes et des symptômes. Et les patients ont guéri et ils ont fait, quelques mois plus tard, une deuxième infection avec de nouveau la démonstration par PCR, donc de la présence, encore une fois, de COVID dans l'épithélium respiratoire, dans le nez, alors qu'il avait disparu auparavant. Alors donc ça existe. D'après ce qu'on sait, la deuxième infection est moins sévère que la première. Est-ce qu'elle est due, la deuxième infection, à un variant? Donc, c'est-à-dire que la première infection était due à une sorte numéro 1 de virus et la sorte numéro 2 de virus n'a pas les mêmes caractéristiques antigéniques et n'a pas été reconnue et chassée par le système immunologique. Donc, ça existe. Mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Alors donc, on ne devrait pas avoir de deuxième infection. Si on a une deuxième infection, elle va être minime. Sans doute, ces deuxièmes infections surviendraient beaucoup plus chez des patients qui sont en dialyse ou immunosupprimés, par exemple, parce qu'ils ont une transplantation. Quoi qu'il en soit, ils sont exceptionnels puisqu'on tend à les rapporter, si on peut dire. On tend à les publier ou des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on en verra plus? Je ne pense pas vraiment qu'on en verra plus. Et sans doute que l'idée, c'est qu'on fera peut-être une deuxième infection, une troisième infection qui sera complètement asymptomatique, voyez-vous. Et puis, comme on ne regarde pas tous les 2 mois qu'est-ce qu'il y a dans notre épithélium respiratoire, en mettant des écouvillons pour essayer de ramasser le virus, premièrement, ça coûte cher, ça fait mal, etc. Et ça ne sert pas. Ça sert pour isoler les gens, voyez-vous. Mais ça ne sert pas vraiment pour traiter la maladie ou pas traiter la maladie. Ça sert pour isoler la famille. Alors donc, non, n'ayez pas peur d'une deuxième infection éventuelle. Elle est extrêmement rare. Et je pense qu'en l'état actuel des choses, on en verra très peu ou pas du tout. Voilà. Bon, j'ai une question de Mouna Aounala. Je veux remercier Monsieur Daniel Bichet beaucoup pour ces informations pertinentes. On avait une grande crainte pour le vaccin avant, mais Dr Bichet nous a mieux rassurés. Ma question est, est-ce qu'ici au Canada, ils donnent le chloroquine ou colchicine pour les patients et dans quel stade? C'est ça. Alors, ils ne donnent ni chloroquine ni colchicine. Ni l'un ni l'autre, parce que vraiment, des études multicentriques, etc., en particulier en France, mais aussi dans d'autres pays, parce que la chloroquine avait la mode, vous savez, sur le sud de la France, avec un investigateur, là, à Marseille, qui a toute une personnalité, mais ça a été démontré comme c'était inefficace, voyez-vous. La colchicine procure un certain avantage sur des patients non hospitalisés. Voyez-vous, hein, sur des patients donc, qui ont un COVID, sans doute pas très sévère, puisqu'ils ne nécessitent pas d'hospitalisation. Et j'ai posé la question récemment aux gens qui s'occupent du COVID à Sacré-Cœur, et ils n'utilisent ni colchicine, ni, sauf en dehors d'un protocole, si vous voulez, si les patients participent à un protocole de recherche qui continue encore, mais du point de vue routine, non, ça n'est pas accepté, ni la colchicine, ni la chloroquine. Par contre, on peut utiliser l'antiviral que je vous ai montré, là, du remdesivir, ça c'est permis. Ça dépend un petit peu des soins intensifs. J'ai beaucoup confiance dans les unités de soins intensifs qui s'occupent du COVID, qu'ils soient à Sacré-Cœur, qu'ils soient au Jewish, qu'ils soient à Maisonneuve. C'est des gens qui connaissent très bien, donc qui travaillent en collaboration avec des infectiologues aussi. Les médicaments qui ne sont pas reconnus, ils les utilisent dans le cadre de protocoles de recherche, mais à ce moment-là, il faut signer un formulaire d'information et de consentement. Je pense que ce qu'il faut, c'est prévenir, c'est-à-dire prévenir par les mesures de distanciation,
par les masques, par le lockdown et par la vaccination. C'est là où on en est. Et n'ayez pas peur de la vaccination, c'est une vaccination extraordinaire et ça va nous bénéficier à tous, à vous les patients, à vos familles, aux médecins, au personnel soignant, etc. Absolument, oui. Alors, Mouna a une deuxième question. Ma deuxième question, on a entendu la liaison entre le COVID et fertilité. Est-ce que c'est vrai? Oh là là. Alors ça, je ne sais pas exactement si Covid et fertilité. Moi, on m'a parlé de fertilité et vaccin. Comme quoi le vaccin, j'entends, se rendrait ces femmes infertiles. Tout à fait faux. Tout à fait faux. Alors, c'est ça. Ça ne rentre pas dans le DNA. Tout à fait faux. Covid et fertilité. Alors, bien sûr, si vous passez 3 semaines aux soins intensifs, mais en général, la fertilité, ça concerne les gens qui ont moins de 68 ans. Alors, et puis la sévérité du Covid, ça concerne les gens qui ont plus de 60 ans. Je pense que les problèmes de fertilité, c'est fini pour ces gens-là au-dessus de 60 ans. Alors donc, mais n'ayez pas peur pour le Covid ou la fertilité. Non, si vous êtes malade, vous allez récupérer de votre maladie et votre fertilité sera comme avant, s'il vous plaît. OK. Alors, j'ai une question de Dany Tremblay. Je suis rein polykystique. Je suis greffée depuis 6 ans en mars. J'ai été diagnostiquée en janvier 2020. J'ai fait le coronavirus le 3 janvier 2020. Hospitalisation 16 jours. Puis-je avoir de le revoir? Est-ce qu'il demande s'il peut le revoir? Et pour le vaccin, je fais énormément d'allergies à plusieurs antibiotiques. Ce vaccin est-il quand même recommandé de me faire vacciner à Absolument, absolument. J'encouragerais Madame Tremblay à avoir cette vaccination, c'est important. Ça a bien été démontré dans des études que si vous avez fait le Covid, vous devrez recevoir le vaccin, c'est-à-dire le Covid lui-même n'a pas généré suffisamment d'anticorps. Et par exemple, un vaccin comme le vaccin Pfizer, avec 2 injections qu'on espère, pourrait conférer vraiment une immunité beaucoup plus longue et beaucoup plus élevée. Voyez-vous le taux d'anticorps que vous avez par rapport. Et puis, je rappelle donc que cette dame-là est quand même immunosupprimée puisqu'elle prend des médicaments immunosuppresseurs pour cette greffe dont elle a eu la chance d'avoir il y a 6 ans. C'est ça. Alors, j'encourage la vaccination pour cette patiente-là, ça serait bien. Et puis, théoriquement, elle ne devrait jamais récupérer un autre épisode de coronavirus, mais c'est une patiente immunosupprimée qui a eu un organe solide, donc il faut faire attention. Voilà. Et Mouna a une deuxième partie à sa question. Est-ce vrai qu'ils l'ont trouvé dans le sperme? C'est tout à fait, ça parlait de la fertilité tantôt. Est-ce vrai qu'ils l'ont trouvé dans le sperme? Ben, je n'ai pas vu la publication là-dessus. C'est surtout dans les épithéliums respiratoires. Pour qu'il soit dans le sperme, il faudrait qu'il y ait donc ce récepteur particulier du converting enzyme. Donc, c'est ça. Je ne suis pas sûr s'il y en a. Je n'ai pas vu de publication là-dessus. Et puis, donc, du point de vue fertilité, moi, ça ne m'inquiéterait pas plus que ça. C'est-à-dire que quand on est malade, peut-être que ce n'est pas le moment de faire des enfants. On pourrait attendre 15 jours pour concevoir un enfant ou pour un homme ou j'entends faire ce qu'il faut pour une femme. Je pense qu'on pourrait attendre parce qu'on sait que le virus disparaît de l'épithélium respiratoire et puis par exemple 3 semaines ou 1 mois après, il n'y a plus de virus à l'intérieur des individus qui ont fait un Covid-19. Alors moi je le regarderai comme ça. Je poserai la question spécifiquement à un microbiologiste. Je n'ai pas la prétention d'être un microbiologiste. Je lis beaucoup la littérature, je m'occupe des patients en dialyse, en polykystose, etc. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en transplantation. Il faudrait aussi parler, bien sûr, je réfère mes patients en transplantation, mais je ne traite pas de patients en transplantation spécifiquement, voyez-vous, c'est ça. Je les abandonne une fois qu'ils sont transplantés. Ils n'ont plus besoin de moi, voilà. Alors, je viens de recevoir, on vient de me texter une question.
si je suis en stage 3 d'insuffisance rénale, Oui, oui, oui. et est-ce que je suis mieux qu'une patiente qui est dans le stage 4 ou 5? Est-ce que mes risques Oui. sont moins? Oui, exact, exact. Alors, dans cette diapositive que j'ai présentée sur l'expérience des îles britanniques, la UK, où ils avaient regardé une très grande base de données, plus la sévérité de l'insuffisance rénale augmentait, plus il y avait un risque d'attraper le coronavirus, voyez-vous, c'est ça. Mais ce sont des risques quand même minimes. Le hazard ratio, là, était augmenté de 1,5 à 2, mais n'était pas 3 et 4 comme on voit dans les patients en dialyse ou les patients transplantés. Oui, un petit peu plus, hein, mais stade 3, c'est bien, c'est juste 1,5 le hazard ratio. Vous inquiétez pas là-dessus, mais il faut toujours faire attention, bien sûr, la distanciation, le masque, etc., et le lockdown, très important. Hein? L'autre question, c'est j'ai la maladie polykystique. Au mois de septembre, j'étais hospitalisée. Ma créatine a monté. Est-ce que, est-ce que vu que ma créatine a monté, est-ce que ça a causé des problèmes, comment dire ça, résiduels à mes reins? Oui, alors donc, indépendamment du Covid, chaque fois que la créatinine augmente un petit peu, ça veut dire qu'il y a moins de néphrons qui fonctionnent. Vous savez, on a 1 million de néphrons, 1 million de filtres par rein, hein, c'est ça, 1 million. Et puis, évidemment, plus dans la maladie polykystique, plus il y a des kystes qui obstruent, n'est-ce pas, les néphrons restants, plus on perd des néphrons. Alors, si votre créatinine augmente, ça veut dire qu'il y a moins de néphrons qui fonctionnent. Mais ça ne fait rien. On peut compenser quand même. Tant que la filtration glomérulaire est supérieure à 60 millilitres par minute, j'entends, c'est très bien. Bien sûr, quand on est à 30 millilitres par minute, on est encore à quelques années de la dialyse. Mais chaque fois que la créatinine augmente, ça veut dire qu'on perd des néphrons, qu'on a perdu des néphrons. Et on peut perdre des néphrons transitoirement, si vous voulez, au cours d'un épisode aigu. Mais si la créatinine reste augmentée, ça veut dire qu'on les a perdus de façon définitive. Et l'évolution naturelle de la polykystose rénale, c'est la perte progressive de néphrons. Et on ne peut pas les récupérer parce qu'ils sont obstrués. On peut juste diminuer la rapidité de la perte de néphrons. Hein. C'est ça, avec ces nouveaux médicaments comme le tolvaptan, etc. Hein. C'est ça. Mais autrement, c'est ça. Et on peut faire attention, bien sûr, sur le traitement de l'hypertension artérielle, sur tout ça. Et donc, on peut retarder de plusieurs années l'arrivée en dialyse. Hein. Mais malheureusement, on ne récupère pas. On ne récupère pas ce qu'on a perdu. On peut diminuer la vitesse de détérioration seulement. C'est ça. OK. Alors, suite à cette question-là, si on a perdu le fonctionnement causé par l'augmentation de créatine, est-ce que, puisque les médecins m'ont donné beaucoup de liquide, ils l'ont bien hydraté, est-ce que mon fonctionnement va retourner? Donc, qu'est-ce que vous avez plus ou moins répondu? C'est ça. J'espère que c'est transitoire. J'espère que donc dans la période aiguë, par exemple, il pourrait y avoir des facteurs hémodynamiques, c'est-à-dire que le rein pourrait être moins bien perfusé, puis on pourrait récupérer ça. Mais s'il y a des changements structuraux, c'est-à-dire des obstructions par des nouveaux kystes ou des obstructions par des kystes trop gros, c'est ça c'est définitif, voyez-vous. Je voudrais bien dire autrement, là, c'est ça. Mais donc, c'est un peu l'évolution de la créatinine qui va nous guider. Soit on améliore, c'est-à-dire on diminue la créatinine, ça veut dire que c'était hémodynamique, c'était transitoire, hein, c'était dû à la perfusion du rein. Soit la créatinine reste stable et continue à augmenter. Et ça, c'est des phénomènes structuraux qui sont possiblement irréversibles. Hein, possiblement irréversible. Je voudrais bien dire autrement,
Mais d'un autre côté, la créatinine, c'est la créatinine. Si elle augmente, ça veut dire que la fonction rénale diminue, n'est-ce pas? C'est ça. OK. Une autre question. Je pense que vous l'avez répondu dans l'audiovisuel, mais la personne me demande, est-ce que la polykystose affecte plus les hommes que les femmes? Je pense que vous l'avez mentionné. Ah oui, c'est ça. Ben là, je peux dire un petit peu ça, définitivement. Alors donc, par exemple, les études qui ont été faites à la Mayo Clinic, vous savez, la Mayo Clinic a un intérêt particulier dans la polykystose rénale. Ils continuent à faire de très grandes études donc sur des milliers de patients, des milliers de patients qui ont été étudiés dans la polykystose rénale. Donc l'évolution naturelle de la polykystose rénale, c'est des études de CRISP, donc c'est bien. L'évolution avec ces nouveaux médicaments comme le tolvaptan, ils ont bien déterminé que les hommes sont plus atteints que les femmes. Donc, par exemple, à l'intérieur d'une même famille, avec polykystose rénale, qui ont la même mutation, si vous voulez, les hommes sont plus sévèrement atteints que les femmes, ont des plus gros reins, ont plus d'hypertension artérielle, vont en insuffisance rénale plus précocement que les femmes. Bien sûr, il y a des variations, mais aussi, si dans la même famille, vous avez des hommes qui sont avec un surpoids ou avec un diabète de type 2, ça a bien été démontré, encore une fois, par l'étude de la Mayo Clinic, que les hommes se détériorent leur fonction rénale plus rapidement. La polykystose rénale, c'est spécial, c'est-à-dire que même si notre fonction rénale se détériore, ce sont des patients qui, une fois qu'ils sont transplantés, vont bien, ou une fois qu'ils sont en dialyse, vont relativement bien aussi. Bien sûr, la transplantation, c'est la meilleure chose par rapport aux autres types d'insuffisance rénale. En particulier, l'insuffisance rénale qui est due au diabète, où on a de multiples complications dans d'autres organes qui sont dues à la maladie vasculaire. Tandis que dans la polykystose rénale, il y a juste les reins qui sont affectés. Bien sûr, on peut avoir des kystes au foie, bien sûr, on peut avoir de l'hypertension artérielle, bien sûr, on peut avoir des lithiases, c'est-à-dire des pierres aux reins, mais en général, notre système vasculaire en polykystose rénale va bien par rapport à d'autres maladies comme le diabète où le système vasculaire ne va pas du tout bien. C'est ça. Donc, c'est une maladie dont il faut s'occuper. Donc, c'est très important de la prévenir, de reconstruire les arbres familiaux et tout, mais qui est amenable à des traitements sérieux. Là. Le délai de l'insuffisance rénale avec les nouveaux médicaments comme le tolvaptan, la mise sous dialyse, bien sûr, et la transplantation rapide. Et puis, une fois que ces patients-là sont transplantés, ils vont bien. Bien sûr, il y a des pierres qui nous tombent sur la tête, là, comme le Covid, comme je dis, mais on va passer à travers ça. Il y a plus de vaccination. Il y a quand même beaucoup moins de patients maintenant qu'il y a 3 semaines, que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis. Vraiment, il y a de l'amélioration et on peut prévoir. Bien sûr, on risque de vivre avec le Covid pour des années. Mais ma foi, c'est un peu comme la grippe. Et puis avec les vaccins, ça va se calmer. Alors, j'ai une autre question ici de Mouna. Quelqu'un qui se sent pas trop de soif et qui boit pas assez d'eau et qui boit aux alentours de seulement 750 millilitres ou 1 litre d'eau par jour, ça risque d'altérer ses reins avec le temps? Non, non. Sachant qu'il est moins de 35 ans. Non, c'est ça. Alors, on doit boire à sa soif, c'est ça. Alors, bien sûr, les nouveaux médicaments là, qui retardent l'apparition induisent beaucoup de polyurie. Vous savez, le tolvaptan induit beaucoup de polyurie et puis il y a une soif compensatrice, c'est-à-dire qui compense parfaitement. C'est-à-dire que si on prend ces nouveaux médicaments et puis qu'on urine beaucoup, eh bien, on va prendre exactement la quantité d'eau qu'il nous faut. Sauf si, bien sûr, on a de la fièvre ou si on a un problème digestif avec des vomissements, de la diarrhée, bon, ça c'est autre chose. Mais d'habitude, la soif compense. Et l'autre question que vous posez, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prend pas ces médicaments, mais qui boit relativement peu, c'est ça. Non, ça n'est pas dangereux. Ça n'est pas dangereux. Bien sûr, s'il avait des pierres au rein, ça serait différent. Quand on a des pierres au rein, il faut diminuer la concentration de ce qui provoque les pierres, c'est-à-dire du calcium ou de l'acide urique. Alors là, il faut boire beaucoup, voyez-vous. C'est ça. Mais ça n'est pas le cas. Mais quelqu'un qui a une polykystose et qui ne boit pas beaucoup, est-ce qu'il altère ses reins? Non. OK?
OK, parce que moi, de faire suite à cela, on m'a toujours dit qu'on élimine 2 litres d'eau, donc d'urine, excusez, on élimine 2 litres d'urine, donc on devrait en boire 2 litres par jour. C'est ça, oui, effectivement. Alors donc, on peut calculer un petit peu ceci. Ça dépend. Alors, voyez-vous, il y a des pertes sensibles et des pertes insensibles. Alors, les pertes sensibles, c'est l'urine, 2 litres, comme vous dites. Si on travaille dans une atmosphère chaude, ça n'est pas notre cas en ce moment, là, au Canada. Là, il ne fait pas chaud ces jours-ci. Mais l'été, par exemple, on peut suer un peu plus. Alors, on perd surtout de l'eau, pas tellement du sel avec la sueur, c'est ça. Mais encore une fois, donc notre organisme, notre homéostasie, la façon dont on est fait, compense parfaitement. C'est-à-dire que donc il y aura une soif qui se déclenchera sitôt que notre organisme percevra que nous avons besoin d'eau. Alors ça, c'est automatique, si je peux dire. Et il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Alors, il faut toujours boire un peu plus, être hydraté, c'est ça. C'est toujours bien. Mais est-ce que c'est nécessaire et indispensable? Je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui ne boivent pas beaucoup, là. Hein. C'est ça. Là, on dit en France que ce sont des chameaux, là, ou des choses comme ça. Alors, mais voyez-vous, c'est-à-dire, ils ne boivent pas beaucoup. Bon, mais ils ne sont pas plus malades pour autant, hein, n'est-ce pas? OK. Bon, j'ai une autre question de quelqu'un que vous connaissez qui a été suivi par vous, Marcello. Et il aimerait savoir s'il y aurait la possibilité d'avoir le vaccin en considérant qu'une personne, disons, a la maladie polykystique, est-ce que ces personnes-là seront mises dans le groupe des 80 et plus ou bien je voudrais bien, je voudrais bien avoir un frigo plein de vaccins et que mes infirmières, Claudia, Carole et Kim, là, appellent les patients et appellent M. Marcello, puis lui disent, viens-t'en, on a un vaccin. Mais non, on n'en a pas. On n'en a pas et je pense que d'un autre côté, il faut faire confiance. Donc, je pense que, comme vous le savez, ils ont vacciné les personnes dans les CHSLD au départ. Bon, ben, on peut toujours questionner ça, mais en tout cas, ils l'ont fait. Ensuite, ils ont vacciné, j'ai profité de ceci, le personnel de santé qui est exposé, comme moi, ou des choses comme ça, les infirmières, les préposés, etc. Alors donc, ça c'est bien. Et puis là, on n'a pas beaucoup de vaccins, mais sitôt qu'on aura du vaccin, ça va être par tranche d'âge. Mais par exemple, ça ne va pas être en fonction. Nos patients dialysés à Sacré-Cœur ont été vaccinés. Alors, donc c'est ça. Alors donc, c'est pas si mal. Voyez-vous, ils ont été vaccinés. Nous. Les patients dialysés, là, j'ai fait ma visite en dialyse. Tous ceux qui ont accepté ont été vaccinés. Donc, le reste, il faudra qu'ils attendent pour leur tranche d'âge, voyez-vous. Mais je pense que les patients transplantés seront vaccinés aussi en priorité. Mais encore une fois, comme je vous l'ai signalé, je n'ai pas de clinique de patients transplantés, mais il faudrait poser la question là aux médecins qui s'occupent et aux infirmières qui s'occupent des unités de transplantation et de suivi. Pour M. Marcello, il peut attendre un petit peu, c'est ça. Alors, s'il accepte. Alors, mais si j'en ai, ou si je peux lui en procurer, mais malheureusement, il n'y en a pas dans mon frigo. D'accord, OK, c'est bien. J'ai une autre question. Les hormones contraceptives à long terme ne fatiguent pas les reins? Non, pas du tout. Alors, ça fatigue absolument pas les reins. C'est ça. La seule chose dans la polykystose rénale, c'est que les femmes qui ont des très gros foies, en général, ces très gros foies, les kystes du foie sont dépendants des œstrogènes. Alors c'est ça n'a rien à voir avec le Covid, là encore une fois, c'est juste l'exposition aux œstrogènes. On sait qu'on a plus de kystes au foie chez des patientes qui ont eu plusieurs enfants. Et donc, et les gens qui s'occupent des kystes au foie, il y a malheureusement 10% à peu près des femmes avec polykystose rénale qui ont des gros kystes au foie.
et qu'il faut suivre et qu'il faut référer à des équipes qui savent bien travailler. Il y a au moins 2 bonnes équipes à Montréal, une en milieu français et une en milieu anglais, qui s'occupent des gros kystes au foie. Et donc, en général, il ne faut pas qu'ils prennent des hormones avec des œstrogènes qui augmentent la taille des kystes hépatiques. Hein? OK, c'est ça. Bon, j'ai une question d'une personne anonyme. Si ma créatine est à 180, dans combien de temps pensez-vous devrais-je faire de la dialyse? Alors, je vais sortir ma boule de cristal. J'en ai pas. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est encore rassurant. Ça dépend, voyez-vous. Si vous avez 180 de créatinine, que vous êtes de très petite taille, avec pas beaucoup de masse musculaire, moi j'aime bien avoir ce qu'on appelle le Estimated GFR, eGFR, c'est-à-dire l'estimation de la filtration glomérulaire. Alors, si la filtration glomérulaire avec une créatinine à 180 est à 20 cc par minute, c'est ça. Ça dépend. Alors, il faut faire une courbe, c'est-à-dire il faut mettre sur un graphique comment il y a eu une descente de la filtration glomérulaire, comment il y a eu une détérioration. Et on peut prévoir un petit peu, oui, on peut faire une courbe, dire que si la tendance continue, eh bien, on aura une filtration glomérulaire à 10 cc par minute dans 2 ans, puis entre 10 et 8 cc par minute, on est obligé d'aller en dialyse ou de faire une transplantation. On a le droit de faire une transplantation préemptive, c'est-à-dire de ne pas attendre la dialyse, et bien sûr, si on a un donneur vivant, hein, ou de se faire mettre sur une liste de transplantation dès que la filtration glomérulaire, ce taux de filtration glomérulaire est inférieur à 15 cc par minute. Alors, mes collègues font tous ça. On regarde ça, à 15 cc par minute. On fait tous les examens pour mettre sur une liste de transplantation, hein, voir quelle est la compatibilité, est-ce qu'il y a des problèmes digestifs, est-ce qu'il y a des problèmes vasculaires, est-ce qu'il y a des contre-indications à la transplantation. Mais je ne peux pas dire quand. Je ne peux pas dire quand. Il y a des gens qui mettent 3 ans, 4 ans à aller en dialyse avec ce type-là. Hein. S'il faut contrôler la pression artérielle, contrôler la diète, éviter la rupture de kyste, hein, c'est ça. Mais d'habitude, les gens sont bien au courant de ça. Les néphrologues sont bien au courant. Hein. N'hésitez pas à leur demander quand est-ce que je vais aller en dialyse. C'est important aussi pour nous, c'est-à-dire pour prévoir, pour rassurer, pour préparer, encore une fois, non seulement à la dialyse, mais surtout à la greffe. OK. Bon, j'ai une question de Hélène. Une personne souffrant de la polykystose rénale peut-elle développer des kystes ailleurs qu'au rein et au foie? Et la deuxième portion de la question, pouvons-nous être plus à risque de développer une pneumonie? Pneumonie, non. Définitivement pas. Vous n'êtes pas plus à risque de développer une pneumonie. Vous pouvez développer des kystes au niveau du pancréas. Oui, c'est bien décrit. Alors donc, comme vous avez dit, des kystes au niveau du rein, des kystes au niveau du foie, des kystes au niveau du pancréas. Il y a aussi des grosses rates, sans qu'il y ait des kystes. Alors, voyez-vous, donc des rates qui sont plus augmentées de volume, qui ont bien été décrits, c'est ça. Et puis, autrement, non, il n'y a pas d'autre chose. Comme vous le savez, il y a des risques d'avoir des anévrismes, c'est-à-dire des dilatations au niveau des artères du cerveau. Et ça, c'est important parce qu'il y a un risque de rupture. Et maintenant, on fait des résonances magnétiques sans contraste à tous nos patients avec polykystose rénale, au moins pour déterminer s'ils sont à risque d'avoir des anévrismes intracérébraux qu'on peut traiter avec des coils, en tout cas des choses sans être obligé d'opérer avec du matériel endovasculaire. Mais pas d'autres kystes autrement. Il y a aussi les polykystoses sont à risque d'avoir des hernies des grands droits, des hernies ombilicales, des hernies inguinales, c'est ça. Alors, il faut être au courant de ceci, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Alors, j'ai une autre question d'Annie Tremblay. J'ai mes 2 petits-fils âgés de 7 ans et 2 ans et demi
qui ont les reins polykystiques, PKD1, est-ce qu'il y a un danger pour le COVID? Non, absolument pas. Absolument pas, pas de danger pour le COVID. Alors, ces patients jeunes qui ont de la polykystose, qui ont été déterminés par échographie, des fois des échographies au cours de la grossesse, des échographies à la naissance, sont plus à risque d'hypertension artérielle. Alors, il faut que leur médecin, leur pédiatre s'occupe de la pression artérielle. Les chiffres de pression artérielle élevés sont spéciaux pour les enfants, c'est ça. Donc, on n'attend pas qu'ils aient 130 mm de mercure, là, voyez-vous. Et puis, ça vaut le coup de traiter l'hypertension artérielle chez l'enfant. Ça a bien été démontré, par exemple, par l'équipe de Denver, avec laquelle j'avais travaillé quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, donc, c'est ça. Donc, c'est bien de surveiller la pression artérielle. Mais autrement, ils ne sont pas plus à risque du COVID. Et puis, il faut qu'ils fassent attention, pas de pratiquer des sports de contact trop sérieux, là. C'est ça, pas qu'ils sautent en parachute quand ils sont petits ou des choses comme ça, mais parce que si vous êtes un joueur de rugby ou de football américain, si vous prenez un coup dans votre ventre, vous risquez d'avoir des hémorragies qui saignent pendant plusieurs jours, même si vous avez 16 ans. D'accord? Okay. Alors, il y a une deuxième question qui est de M. Tremblay. Celui de 5 ans est épileptique, donc il serait-il plus à risque? Non, absolument pas. Donc, absolument pas de risque supplémentaire sur une autre affection telle que l'épilepsie. Donc, encore une fois, c'est ça. Il y a très peu d'indications, à ma connaissance, que le virus rentre à l'intérieur de la barrière hématoméningée, c'est ça. Mais je ne connais pas tout là-dessus. Et puis, donc, c'est ça. Non, mais pas de risque supplémentaire, pas du tout. Ni de l'épilepsie en soi, ni des traitements associés à l'épilepsie, n'est-ce pas? OK. Non. Alors, les IRM sont-ils des examens à risque pour tout le corps comme les scans ou plus sécuritaires? Merci. Intéressant ça. Intéressant. Alors, les scans, le CT scan, ça donne des rayons X. Hein? Vous n'avez pas besoin de ça quand vous avez une polykystose rénale. La majorité des examens peuvent être faits avec des résonances magnétiques. Les résonances magnétiques, il n'y a pas de rayons, il n'y a pas d'exposition. Vous savez, c'est donc des résonances magnétiques qui utilisent ces propriétés magnifiques qui permettent de faire des images sans rayons. On peut avoir des résonances magnétiques avec ou sans infusion des reins. Alors, on n'aime pas les infusions parce que les infusions, ça, en particulier dans l'insuffisance rénale, ça provoque des allergies particulières qui peuvent être toxiques et dangereuses. Alors donc, des résonances magnétiques, donc pas des CT scans, sans contraste, c'est-à-dire sans infusion, permettent d'avoir une idée très belle sur le volume des reins. Le volume des reins est une indication très importante de la progression de la maladie rénale. Ça a bien été démontré par l'équipe de la Mayo Clinic avec différents stades, les stades A et B qui sont des stades bénins, les stades C, D et E qui sont des stades sévères où ils ont regardé, ils ont fait des résonances magnétiques tous les ans chez une population de 280 patients suivis régulièrement sur plus de 12 ans. Alors, voyez-vous, ça fait ce qu'on appelle l'étude naturelle de la progression et ils ont démontré que donc, les stades C, D et E, dès précocement, ils pouvaient déterminer l'évolution de leur insuffisance rénale parce qu'il y avait des reins beaucoup plus gros. Alors, la résonance magnétique permet une mesure précise du volume rénal, permet aussi de regarder de façon précise les kystes, ceux qui saignent, ceux qui ont saigné, d'accord, permet de regarder aussi s'il y a de la lithiase rénale. Il y a des patients qui ont donc des pierres au rein, on le sait, et on peut faire de la résonance magnétique aussi, bien sûr, au niveau du cerveau pour voir s'il y a des anévrismes. On n'est pas obligé d'en faire tous les ans, on peut en faire une au départ, et on a besoin vraiment d'une étude de base de l'abdomen pour regarder les kystes au niveau du foie et des reins, une étude de base au niveau du cerveau pour déterminer est-ce qu'il y a des anévrismes cérébraux, et puis après, on n'en a pas besoin tous les ans, j'entends, on en a besoin juste pour suivre la maladie ou pour répéter ceci avant la transplantation.
Alors donc, on n'a pas besoin de tous ces examens-là. Si je préfère que ce soit des néphrologues puis des gens qui ont l'habitude de la polykystose qui réclament ces examens. Ils sont chers et il ne faut surtout pas vous exposer à des rayons. Ça ne sert à rien. OK? Alors, puisque vous parlez d'un IRM, quelqu'un m'a envoyé une question. J'avais beaucoup de mal et mon médecin a fait un gallium scan. C'est quoi la différence entre un IRM et un scan? Oui, c'est ça. Alors, un gallium scan, c'est un petit peu différent. C'est un examen en médecine nucléaire. Alors, des fois, on cherche à savoir s'il y a une infection des kystes. Alors, on peut avoir des infections des kystes, soit au niveau du rein, soit au niveau des kystes hépatiques. C'est ça. C'est extrêmement rare. Voyez-vous, je suis un tout jeune néphrologue. J'ai vu deux infections de kystes rénaux dans ma vie, c'est ça, et une infection de kyste hépatique. Alors, la majorité du temps, quand un kyste fait mal, c'est qu'il est trop gros et qu'il saigne. Mais c'est rarement parce qu'il est infecté, mais parfois, avec ces examens au gallium, donc le gallium se concentre plus facilement par les infections, donc on le voit. Il y a des choses encore plus précises que le gallium maintenant pour regarder les infections rénales. Mais la majorité du temps, les kystes qui font mal sont les kystes trop gros et les kystes qui saignent. Et par exemple, certains radiologues, mais il faut avoir l'habitude, certains radiologues comme le docteur Feli à Sacré-Cœur, sait les injecter. On injecte ces kystes avec de l'alcool, c'est ça, et puis on les aspire, et puis on détermine avec ces injections et ces aspirations s'il y a une infection. Et puis, donc, parce qu'on prélève le liquide directement, on regarde s'il est infecté ou non, on peut même mettre des antibiotiques directement. Alors, c'est ça. Donc, dans tous ces problèmes de douleur, de recherche d'infection, de gallium, c'est ça. Adressez-vous à des équipes qui connaissent. Pas forcément la mienne, il y a d'autres équipes qui connaissent. Mais je veux dire par là que, voyez-vous, il y a des gens qui savent ponctionner, des radiologues qui savent ponctionner les kystes. Et puis, ça prend du doigté, du temps et de l'intérêt. De l'intérêt, c'est-à-dire qui ont soif d'apprendre et aussi de soulager ces patients-là. Et donc, c'est ça, c'est comme le reste de la médecine. Ça prend une spécificité particulière. J'ai une autre question. J'ai la maladie polykystique. J'ai attrapé la COVID il y a 3 semaines. Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers m'indiquant que mes reins ont pu être atteints? La créatinine, pas de symptômes particuliers, donc vous n'aurez pas plus mal ou des choses comme ça que vous aviez avant. Ce qu'il faut vérifier, c'est donc la créatinine plasmatique. Est-ce que la créatinine plasmatique ou encore une fois l'indice de filtration glomérulaire, là, IGFR, d'accord, hein, c'est ça, qu'on calcule avec la créatinine, le poids, l'âge, a été altéré. Est-ce qu'il est mieux qu'avant le Covid? Parce qu'on peut avoir perdu de la masse musculaire. C'est ça. J'entends, la majorité du temps, ça n'atteint pas le rein, d'accord? Ou si ça atteint le rein de façon transitoire et on récupère à 100%. On meurt du poumon. C'est rare qu'on meure du rein, heureusement, pendant ces infections-là. On meurt du poumon, voyez-vous, et on meurt de septicémie et de mauvaise perfusion rénale, mais dans un état hémodynamique très perturbé. Si cette personne-là a récupéré, je pense que sa fonction rénale doit être la même chose, sa créatinine qu'auparavant. Je ne m'inquiéterai pas. Hein? Okay. OK. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des IRM à champ ouvert pour les claustrophobes? Non. Non, c'est vrai. Moi, j'ai eu plusieurs IRM pour d'autres choses. Et puis, non, c'est ça. Alors, donc, mais vous pouvez prendre des petits médicaments, là, auparavant, là, avant de rentrer dans ces chambres claustrophobes. Non, il n'y a pas de champ ouvert pour des IRM. Il faut que ça soit un cylindre, là. Il n'y a pas d'autre solution du point de vue physique, là. Il n'y a pas d'autre solution pour générer des images, là. Comprenez-vous? Alors, donc, c'est bien. Mais vous pouvez prendre un petit peu
de bonnes pilules, là, juste pour calmer un peu l'anxiété. On peut essayer, en tout cas. Hein. On peut essayer. Les radiologues et vos médecins ont l'habitude de vous donner des anxiolytiques. Là, ça peut aider. On peut se réessayer. Vous voyez, pourquoi pas. Hein. Voilà. J'ai une autre question. J'ai des kystes aussi sur mon foie. Ils ont aspiré quelques kystes sur mon foie. J'ai des gros kystes. Pensez-vous qu'ils pourront le faire encore sur mon foie? C'est ça. Alors donc, le traitement des gros kystes sur les gros foies aussi est très compliqué. Alors, si vous aspirez, les kystes, ils vont se reformer immédiatement. Sauf si donc on aspire, et sauf si on donne de l'alcool à l'intérieur du kyste, c'est ça. Alors, ça, on peut faire ça. Et parfois, on a de la chance. Mais souvent, ils se reforment. Ça a bien été étudié. Là, ça se reforme tout de suite, très rapidement. Très rapidement. Donc, on aspire, on soulage quelques jours et puis ça revient. Ça revient directement. Alors, il y a des gens qui ont essayé de faire des petites opérations, c'est-à-dire d'enlever la paroi du kyste. Ce n'est pas si facile que ça. Alors, comme je disais, vraiment, il y a une équipe à Montréal, en milieu anglophone, qui travaille très bien. Et il y a une équipe en milieu francophone qui travaille aussi très bien, qui a bien l'habitude de faire non seulement des aspirations, les aspirations c'est en radiologie, mais aussi des cystectomies avec en laparoscopie, c'est-à-dire sans ouvrir, avec des appareils qui permettent d'enlever des kystes jusqu'à 1 litre. Voyez-vous, des gros kystes, là, 1 litre. Alors donc, je connais l'adresse de ces gens-là. Ils peuvent contacter les infirmières à l'hôpital du Sacré-Cœur. On se fera un plaisir de référer ces gens-là. Alors, autrement, les kystes se reforment, mais il faut parfois plusieurs opérations. Il y a un médicament qui s'appelle la somatostatine, qu'on donne en injection tous les mois. Alors, et moi, j'ai pas beaucoup de patients, mais j'ai 3 patients qui prennent de façon, 3 patientes qui prennent de façon régulière des injections de somatostatine. Et parfois, c'est spectaculaire. Ça diminue considérablement les kystes. Parfois, c'est moins efficace. Dans les grandes études qui ont été faites à la Mayo Clinic par Mary Hogan, donc il y a des expériences positives avec la somatostatine et la somatostatine est acceptée par la Régie d'assurance maladie ici du Québec. Ils ne m'ont pas trop cassé les pieds pour rembourser les patients, puis des choses comme ça. Alors donc, ça vaut le coup. Donc, moi, j'aime bien utiliser la somatostatine sur les très gros foies. Les patients ont moins de symptômes, ont moins de bloating, ont moins de choses comme ça. Et puis, ça peut être utile. Alors, c'est ça. Si les gens veulent contacter soit moi, soit le docteur Alam à McGill, donc il n'y a pas de problème avec ceci. On a bien l'habitude de traiter nos patients avec polykystose hépatique, avec ce genre de médicaments-là, et de les référer donc à des radiologues et puis à des chirurgiens, puis des chirurgiens qui ont l'habitude. Et ça n'est pas tous les chirurgiens qui font de la chirurgie partielle hépatique. C'est compliqué, c'est comme des grappes. Hein? C'est comme des grappes de kystes à enlever. C'est difficile. Il faut avoir du temps, il faut avoir de l'énergie. Il y a un hôpital à Paris qui s'appelle l'hôpital Beaujon qui est spécialisé là-dedans et je suis en contact avec eux et ils disaient qu'il faut avoir une intensité considérable si on veut opérer ces gens-là parce que c'est compliqué à faire, mais on rend service aux patients et ça vaut le coup. Et une autre question, c'est ma dernière question et après j'ai un commentaire. Je vais me préparer pour faire la dialyse. Comme on me prépare pour faire la dialyse, avant que je commence la dialyse, est-ce que je peux demander aux membres de ma famille s'ils seront disponibles ou s'ils voudront donner un rein? Oui, il faut toujours demander, il faut toujours parler de ça à la famille. Parce que la transplantation avec donneur vivant, que ce soit de la famille ou que ce soit en dehors de la famille, c'est quelque chose qui caractérise les humains. Et ça, c'est très important et j'y crois beaucoup.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une même famille, si on trouve des gens qui n'ont pas de polykystose rénale et qui ont, du point de vue altruistique, qui veulent donner un rein, c'est ça, et que bien sûr, ils seront évalués par une équipe médicale, par une équipe psychologique, pour voir vraiment si la volonté de donner un rein est réelle et tout ça. Et donc, ça, c'est extrêmement bien fait. Et une fois que ces gens-là ont donné un rein, ils conservent ceci sur leur épaule toute leur vie. C'est-à-dire que le fait d'avoir aidé quelqu'un, en plus aider quelqu'un de la famille, c'est quelque chose de merveilleux et de magnifique. Alors moi, je crois beaucoup à ces choses-là et j'encourage beaucoup. Même on peut en parler à l'intérieur de son travail, de son milieu de travail. Parce que vous serez surpris, il y a des gens avec qui on travaille, qui ne sont pas reliés. Et puis, donc, on a ces expériences-là. Les patients qui attendent un rein en ont parlé. Et quelqu'un au travail a dit, ben, moi, je veux bien te donner un rein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et encore une fois, ces gens-là, donc, s'ils sont, on fera des examens, bien sûr, physiques et psychologiques pour déterminer tout ça. Et une fois qu'ils auront donné leur rein, c'est magnifique. Encore une fois, leur vie sera encore plus merveilleuse qu'avant parce qu'ils auront donné un rein. Alors voilà. Alors moi, je le vois comme ceci et je les encourage vraiment. Et il faut en parler parce que la greffe avec donneur vivant, qu'elle soit apparentée ou non apparentée, est quelque chose de très bien qui permet d'éviter ce délai, d'attendre 2 ans d'avoir un rein d'une personne qui est décédée dans un accident, voyez-vous. Alors là, on gagne 2 ans. 2 ans, c'est énorme de gagner 2 ans parce que la dialyse, même chez les polykystoses rénales, est fatigante. Hein. Alors, sitôt qu'on est transplanté, on va beaucoup mieux, on fonctionne beaucoup mieux et c'est vraiment très important. Alors, j'encourage beaucoup ceci. Oui. Alors, la dernière question, c'est si je veux demander aux familiers, c'est une question en italien, je suis en train de la traduire. On ne parle pas beaucoup de la transplantation, de donner les organes. Me conseillez-vous d'aller leur demander directement ou de, comme bien des personnes ont fait, de le mettre sur Facebook? Sur Les deux, les médias deux, sociaux. les deux, les deux, les deux. Moi, je pense que les patients qui sont, j'entends, qui attendent la dialyse ou qui commencent la dialyse ou qui sont en dialyse depuis longtemps, devraient le faire connaître aux gens qu'ils côtoient, que ce soit leur famille ou en dehors de leur famille, et de leur dire comme ceci, j'entends, connaissez-vous quelqu'un qui me donnerait un rein? Ou des choses comme ça. C'est facile de donner un rein. Par exemple, les patients restent hospitalisés, ceux qui ont donné leur rein 1 ou 2 jours, pas plus. Les reins sont enlevés, j'entends sur les gens qui acceptent donc de donner un rein avec de la chirurgie minimalement invasive, vous savez, cette chirurgie avec des robots, là, avec des tubes et puis des choses comme ça, où on fait très peu d'incisions et où on enlève le rein de façon extrêmement sécuritaire. Il n'y a pas de grandes incisions. Aussi, au Québec, le gouvernement protège les gens qui sont obligés, par exemple, de s'arrêter quelques jours pour donner un rein ou d'être en convalescence pendant 2 ou 3 semaines. Il compense les pertes d'argent qu'ils pourraient avoir et c'est tant mieux. Et c'est vraiment bien. Quelqu'un qui est assez bon pour donner un rein, on ne va pas lui retirer son salaire en plus ou des choses comme ça, on doit le compenser. Alors, mais la chose la plus importante, c'est que ça change la vie des gens qui attendent un rein. Ça change leur vie pour toujours. Alors ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut en parler. Sur Facebook, dans la famille, au café, au petit déjeuner le matin, pourquoi pas. D'accord, c'est bien. J'ai un autre intéressant, moi, kyste sur le foie. Il y a 2 ans au CHUM, j'ai fait 2 septicémies en 2 mois et j'étais souffrante. Ils ne veulent pas rien faire, risque, je ne peux pas survivre à cette chirurgie CHU de Québec. Alors, bon. Ça, je peux dire. Alors,
c'est vrai que le problème des kystes infectés est compliqué. Et encore une fois, j'entends, et par exemple, j'ai eu des références qui venaient de l'Outaouais où les gens ne savaient pas trop à quel saint se vouer. Et ils sont venus me voir, ils peuvent aller voir le docteur Alam aussi, ou d'autres gens qui sont spécialisés dans la polykystose, ou le docteur Normand Proux maintenant, dans l'Outaouais. Il faut avoir du temps et de la compétence pour essayer d'aider ces patients-là. Hein. Alors donc, et puis si donc vous allez voir un néphrologue qui a vu juste une fois dans sa vie ceci et de loin, ça ne va pas beaucoup aider les patients. Alors, et moi, je suis en faveur donc de groupes où on adresse ces problèmes compliqués, par exemple ces problèmes de kyste hépatique compliqués, infectés ou non, qu'on a l'habitude d'utiliser de la somatostatine, qu'on a l'habitude de référer à des chirurgiens qui nous répondent de manière efficace et intelligente, pas qui nous disent on transplantera le foie, puis on verra bien. Hein, ça, ce n'est pas une réponse, voyez-vous. Alors, c'est ça. Alors, ces patients-là peuvent nous contacter. J'entends, vous pouvez me transférer mon email à ces patients-là, et puis je répondrai, n'est-ce pas? S'il vous plaît. J'ai le courriel de Claudia. Est-ce que je peux passer le Absolument, courriel? vous passerez ça à Claudia. Claudia, c'est mon infirmière, ainsi que Carole, ainsi que Kim. C'est ça. Claudia s'occupe très bien de la polykystose rénale et elle va me faire savoir tout ça. Elle va me poser la question et on ne laisse pas traîner les patients. OK? Bon, j'ai le dernier message de Caroline qui dit « Merci de nous avoir fourni toutes ces informations en français, car lorsque les informations sont en anglais, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, donc merci beaucoup. » Et cela, c'est la dernière des commentaires ou de questions. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir donné presque 2 heures de votre temps. J'apprécie beaucoup. Et on apprécie votre dévouement envers nous, les patients atteints de la maladie polykystose. Jeff? Et je voulais remercier Jeff. So thank you, Jeff. Thank you, Louisa. And so that, you know, it's very important. And we are eager to continue these types of conversation, and we are eager for the COVID-19 pandemic to disappear. Okay? Absolutely. I'm back. Thank you very much, Dr. Bichet. That was incredible. Thank you. Louisa, you did a wonderful job. So thank you both very much for a wonderful evening. I wish everyone in attendance and both of you as well a safe rest of the week. Perfect. The same to you. Okay. Thank you. Thank Merci you. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.